Bonjour à tous, je vous propose cet après-midi de suivre l'audition de Jean-Marie Delarue devant la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. L'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté a été nommé en juin 2014 à la tête de la commission de contrôle des écoutes administratives. Cette structure va bientôt disparaître au profit de la toute nouvelle commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et on a appris justement cette semaine que Jean-Marie Delarue ne ferait pas partie de cette nouvelle commission. Jugé trop indépendant, sceptique sur la nouvelle loi sur le renseignement, il a été écarté par le gouvernement. Et c'est pendant l'audition que vous allez voir justement que Jean-Marie Delarue s'explique pour la première fois sur cette situation. Vous allez l'entendre, il se dit préoccupé par les nouvelles méthodes de renseignement et s'inquiète d'un affaiblissement des contrôles induits par cette nouvelle loi sur le renseignement. Voilà, tout de suite donc on écoute Jean-Marie Delarue. Je rappelle que, créée par la loi du 10 juillet 1991, à la suite de l'affaire des écoutes de l'Élysée, cette commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est qualifiée expressément depuis l'origine d'autorité administrative indépendante française. La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement prévoit son remplacement par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et la compétence de celle-ci par rapport à la CNCIS, elle est élargie à l'ensemble des techniques de renseignement. Je pense que dans votre propos introductif, vous reviendrez évidemment sur le rôle et les compétences de cette nouvelle AI, dont la nomination du président entraînera l'entrée en vigueur de l'essentiel de la loi relative au renseignement. La composition de la CNCIS est relativement originale, puisque sur ses 3 membres, 2 sont des parlementaires. Vous nous direz également comment est désigné son président. Oui, là, nous sommes en plein dans l'actualité. Vous nous le direz. On vous fait confiance et on pourra apprécier l'indépendance des AI. Enfin, la CNCIS emploie 5 personnes et son budget s'élève à 569 000 € environ pour 2015. Je pense que vous exposerez également les règles de composition, le mode de fonctionnement de cette future CNCTR. Alors, comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte à la presse et au public, et elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous rappeler que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et selon l'usage habituel, je vais vous proposer de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, si vous voulez bien, après quoi notre rapporteur Jacques Mézard, les membres de la commission qui le souhaitent, pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Madame la Présidente, au fond, les autorités administratives indépendantes, vous le savez bien mieux que moi, sont employées à 3 fonctions. La première, c'est de réguler certains marchés ou activités économiques. La deuxième, c'est d'autoriser ou d'agréer certaines activités. La troisième, c'est le contrôle d'activités d'agents publics sur des domaines jugés sensibles. La CNCIS, créée, vous venez de le rappeler, Madame la Présidente, par la loi du 10 juillet 1991, appartient évidemment à la dernière de ses fonctions. Elle n'a pas évidemment vocation à réguler quoi que ce soit, elle n'a pas à décider, elle donne des avis au gouvernement sur une situation qu'elle constate en vertu de la loi. Cette commission a donc pour mission, selon les termes mêmes de la loi du 10 juillet 1991, de veiller au respect des dispositions de cette loi, c'est-à-dire plus précisément de veiller bien entendu à la légalité des interceptions de sécurité qui sont pratiquées et, je crois, au-delà, de pratiquer un contrôle d'opportunité sur ces interceptions. Car la loi du 10 juillet 1991 a marqué le caractère exceptionnel de cette procédure qui figure en toutes lettres dans la loi. Et la contrepartie de ce caractère exceptionnel, c'est que la loi décide qu'il y a un quota d'interception de sécurité
qui ne peut être dépassé à un moment déterminé. Ce quota qui était de 2190 lorsque je suis entré en fonction est depuis le printemps de cette année fixé à 2700 interceptions de sécurité pouvant être pratiquées en simultané sur le sol national. Dans ces deux manières d'exercer son contrôle, la Commission rend donc un avis dans tous les cas de figure que le Premier ministre, qui a la décision en la matière, est libre naturellement de suivre ou non. Il a été question à plusieurs reprises, soit en 1991, soit encore au printemps dernier, au moment du vote de la loi sur le renseignement, d'un avis conforme. J'ai toujours, pour ma part, écarté cette idée, car j'estime que l'idée d'un contrôle en matière régalienne d'une autorité indépendante ne peut écarter évidemment la décision gouvernementale en la matière. Le gouvernement est seul responsable de la politique qu'il applique dans des domaines aussi particuliers, aussi relatifs à l'ordre public. Ces interceptions de sécurité, je le rappelle aussi, sont autorisées en vertu de la loi pour 5 finalités que la loi définit de façon assez précise. Essentiellement les préventions de la criminalité et de la délinquance organisée, la prévention du terrorisme, les atteintes susceptibles d'être portées à la sécurité nationale, entendez par là l'espionnage et le contre-espionnage, et de façon plus secondaire, je veux dire plus secondaire non pas dans l'intention du législateur, mais dans le volume des affaires qui sont traitées, les atteintes à l'activité, aux activités économiques essentielles, on va dire les choses comme ça, de la nation, et enfin les actions tendant à la reconstitution de groupements de fait ou de droits dissous par le gouvernement en vertu du Code de la sécurité intérieure. Voilà les 5 finalités. Depuis toujours, je le dis en passant, on reviendra sans doute sur ces questions, le thème, la finalité la plus importante en volume a toujours été la prévention de la délinquance et du crime organisé, sauf depuis quelques mois, ou très précisément la prévention du terrorisme dans les 4 derniers mois que nous avons analysés, c'est-à-dire ceux portant jusqu'à la fin du mois d'août, représente 39% des demandes, alors que la prévention du crime et de la délinquance organisée en représente 38%. C'est une marge étroite, mais c'est un renversement par rapport à tout ce que nous connaissons depuis le début de la Commission. J'ajoute que les demandes sont présentées à la Commission selon 2 procédures. Une procédure de droit commun qui laisse à la Commission le temps qu'elle veut pour statuer, mais en réalité nous statuons toujours dans les 24 heures de notre saisine, ou même plutôt dans les 7-8 heures de notre saisine. Les demandes arrivent en début d'après-midi et nous les rendons en fin d'après-midi au service du Premier ministre concerné. Mais il y a des demandes présentées en urgence qui peuvent nous arriver à toute heure du jour et de la nuit. Il y en a une la semaine dernière qui est arrivée à 3 heures du matin. Et nous statuons en principe dans les 45 minutes. Nous avons fait les calculs nécessaires. Moi, je m'étais fixé 1 heure. Nous mettons encore moins. Donc les services ne peuvent pas soutenir, comme ils l'ont fait quelquefois, que leur activité serait bridée par l'exercice de ce contrôle. Je tiens à le souligner. Alors, sur la composition, je ne veux pas être trop long, Madame la Présidente, de la Commission, vous l'avez dit, elle est originale puisque les parlementaires y sont majoritaires. Ils sont désignés chacun d'entre eux par le président de leur assemblée. Le représentant actuel du Sénat est M. François-Noël Buffet. Le président, vous avez posé la question, est nommé par décret gouvernemental, en principe par décision du Premier ministre, sur présentation d'une liste de 3 noms qui est arrêtée de façon conjointe par le premier président de la Cour de cassation et le vice-président du Conseil d'État. Et c'est sur la base de cette liste que le Premier ministre choisit un des noms. Traditionnellement, il a choisi toujours le premier des noms qui lui étaient présentés. J'ajoute que traditionnellement aussi,
Ce nom est toujours celui d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Et dans l'histoire de la commission, il y a eu un seul magistrat judiciaire qui a été mon prédécesseur immédiat, M. Hervé Pelletier, précédemment président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Voilà pour la composition. Vous l'avez dit aussi, la composition compte depuis l'origine 5 agents. 3 agents de catégorie C chargés, 2 d'entre elles du secrétariat et la dernière à la fois fait usage de chauffeurs et aussi d'officiers de sécurité, car nous sommes installés dans des locaux où les conditions de sécurité sont évidemment draconiennes parce que nous sommes soumis au secret de la défense nationale pour toutes nos activités. Et puis il y a 2 agents de catégorie A qui sont toujours traditionnellement, depuis l'origine, des magistrats de l'ordre judiciaire. Il a été créé un 4e poste de catégorie C en 2008. Ce poste n'a jamais été occupé et nous sommes donc aujourd'hui dans des effectifs de collaborateurs qui sont ceux que la commission avait en 1991. Or, depuis 1991, le champ d'activité de la commission s'est accru. Aussi bien en effet en sus des interceptions de sécurité que j'ai mentionnées, la commission s'occupe désormais depuis 2006 de l'ensemble des données de connexion relatives à la prévention du terrorisme. Entendez par là les adresses des téléphones portables, IMSI, IMEI, qui sont captées par les opérateurs et mis à la disposition des services qui en ont besoin, notamment en termes de géolocalisation des personnes. Depuis le 1er janvier, c'est l'ensemble des données de connexion qui sont soumises à notre contrôle, mais un contrôle a posteriori, alors que le contrôle sur les interceptions de sécurité est a priori. Je vais y revenir. Et puis, enfin et surtout, depuis le 1er janvier également, nous contrôlons toutes les demandes faites par les services de ce qu'on appelle la géolocalisation en temps réel, qui sont toujours là aussi des demandes urgentes, et qui vise, sur la base d'un article de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, à solliciter du Premier ministre l'autorisation de suivre quelqu'un grâce à son téléphone. Alors, ce champ d'activité s'est accru. Par conséquent, nous sommes à effectif constant depuis longtemps et je dois dire que, pour l'instant, nous sommes un petit peu à la peine. Je vais y revenir. S'agissant du budget, nous avons envoyé à monsieur le rapporteur quelques données sur ce point. Vous en avez rappelé l'essentiel, Madame la Présidente. Nous sommes aujourd'hui à 569 000 € annuels. La quasi-totalité, 80% de ce budget est consacré aux rémunérations. Nous n'avons, depuis 5 ans, dépensé aucun centime en investissement. Nous avons grosso modo 100 000 € de fonctionnement par an. Et tel que, je vais y revenir, tel que j'envisage la suite de cette année, nous ne devrions pas finir l'année et en rémunération et en frais de fonctionnement. Je vais dire pourquoi. C'est tout simplement à cause des perspectives de la future Commission nationale de contrôle des activités des techniques de renseignement. Pourquoi ? Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la loi du 24 juillet a créé cette commission qui est appelée à succéder à la CNCIS dès lors que son président aura été nommé. Il est très important pour moi, et je crois pour les services aussi, qu'il n'y ait aucune interruption dans le contrôle de la Commission sur les activités de surveillance. Et par conséquent, il faut que dès le premier jour de la réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, un contrôle puisse être assuré sur les demandes qui seraient présentées. Faute de quoi, je craindrais quelque peu que les services prennent de mauvaises habitudes. Et par conséquent, il faut au moins qu'un minimum de dispositifs techniques soient mis en œuvre pour permettre à la Commission d'exercer son contrôle. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais nous avons donc fait par anticipation des travaux d'agrandissement, notamment de notre salle qui permet d'accéder aux données des enregistrements et des transcriptions des services en matière d'interception de téléphone. Mais demain, il faudra aussi pouvoir recevoir des données d'autres techniques, naturellement. Donc nous portons cette salle qui comporte aujourd'hui 2 postes sur des appareils spécialisés à 8 postes possibles, de façon à rendre aussi des avis dans les délais qui nous sont impartis par la loi, 24 heures.
Donc nous menons ces travaux, il faudra aussi des travaux d'agrandissement de nos locaux. D'autre part, j'ai décidé, voici déjà quelques mois, par anticipation de cette loi, de créer au sein de la commission, parmi les cadres de catégorie A, non pas un service, mais un embryon de service technique, de manière à ce que nous puissions apprécier les données techniques et notamment les dispositifs techniques qui nous sont proposés par les services. Je veux dire par là que, comme je l'ai dit, la commission a été composée pour l'essentiel de magistrats. Je ne parle pas des parlementaires, je parle du président et de ses collaborateurs. Mais moi, je ne suis pas en état d'apprécier ce qu'on me dit sur la nature des dispositifs techniques, par exemple des logiciels informatiques qui sont employés par les services pour gérer leurs données. Et je crois qu'il faut que nous ayons un œil. C'est la raison pour laquelle, au 1er septembre dernier, un ingénieur mathématico-informaticien est venu nous rejoindre. J'espère que le président de la CNCTR pourra pourvoir au moins un autre emploi de même nature. De même, en vue de prévoir l'élargissement de la future commission, l'élargissement des demandes qui lui sont adressées, j'ai aussi recruté, en quelque sorte par anticipation, un autre chargé de mission, également magistrat de l'ordre judiciaire, qui vient donc renforcer la capacité juridique, portée désormais à 3 magistrats, qui est arrivé, ce magistrat, donc le 10 septembre dernier. Ça ne s'arrêtera pas là. Moi, j'ai demandé au Premier ministre, et semble-t-il obtenu, mais je n'ai pas encore le résultat définitif, 18 emplois pour la future CNCTR dans le cadre de l'année budgétaire 2016. Mais nous avons donc accru les effectifs avec l'accord du Premier ministre, cela va de soi, puisque c'est lui qui tient les cordons de la bourse, si je puis dire. Avec le Parlement, ça va de soi aussi. Et nous avons donc une insuffisance de crédit, j'y reviens, en termes de rémunération cette année. Il est prévu, puisque j'ai eu l'autorisation, que ces crédits soient naturellement abondés pour pouvoir financer notamment les 2 recrutements auxquels j'ai procédé. Alors, sur le passage de témoin d'une commission à l'autre, moi, je n'ai qu'une préoccupation, c'est que l'efficacité du contrôle reste identique et ne se perde pas en qualité. La loi a pris un certain nombre de dispositifs, les uns qui me paraissent infiniment heureux, les autres que je trouve personnellement insuffisants, je l'ai fait savoir publiquement, mais j'ai arrêté mes commentaires, évidemment, au moment du vote de la loi et après. Mais il y a aussi, je voudrais attirer l'attention des parlementaires sur ce point, un grand nombre de dispositifs techniques qui doivent être mis en œuvre. Si, par exemple, on utilise une balise, instrument qui était déjà fort utilisé alors même que son utilisation n'était pas régulière, il faut que ce qui est recueilli par la balise soit soumis à la commission qui contrôlera si les données correspondent au véhicule et à la personne déclarée. Car la commission, je me permets de revenir sur ce point, a bien un contrôle a priori, mais elle a aussi un contrôle a posteriori, sur la base des données recueillies par les services. Et c'est ce contrôle a posteriori qui nous permet de vérifier la véracité de l'autorisation qui est donnée, la véracité des indications qui nous ont été fournies et la conformité de l'exécution de l'autorisation par les services. Donc les 2 choses sont absolument indispensables. En l'état, je n'ai pas suffisamment de garanties techniques pour imaginer que je vais avoir un contrôle sur les balises, sur les sonorisations, sur les IMSI-catchers et autres instruments nouveaux, de la même nature, de la même efficacité que celui que j'ai sur les interceptions de sécurité. En matière d'interception de sécurité, je vais terminer là-dessus, Madame la Présidente, pour ne pas allonger mon propos, nous avons dans nos locaux, d'où la nécessité de les protéger efficacement, tous les enregistrements, dès lors qu'ils ne sont pas supprimés au bout de 10 jours comme le veut la loi actuelle, au bout de 30 jours comme le voudra la loi de demain, et nous avons copie de toutes les transcriptions qu'en font les services de police. C'est une façon pour nous de vérifier la conformité des choses. Demain, j'ignore quel volume de données vont être recueillies par les services qui ne sont pas trop disaires sur ce point aujourd'hui, même avec des gens qui sont astreints au secret défense.
Et d'autre part, je ne sais pas comment vont me parvenir ces données. Donc, il y a là un ensemble technique qui me fait penser que nous allons avoir une période de transition technique pendant laquelle il va falloir bricoler un tout petit peu. Et je ne voudrais pas, je le redis parce que j'y tiens énormément, que ce bricolage qui va nous être obligatoire, qui va être contraint, affadisse le contrôle que nous exerçons, que je tiens, je crois, nécessaire à un emploi raisonnable de méthodes de surveillance qui portent nécessairement atteinte à la vie privée. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire, Monsieur le rapporteur. J'ai conscience d'avoir touché un peu au fond de l'activité et sans doute peut-être pas suffisamment sur la forme que revêt cette autorité administrative indépendante, un peu singulière, un peu limitée en effectifs, un peu modeste en budget, qui ne fait pas parler d'elle-même car elle n'en a pas besoin, ou plutôt elle a besoin de discrétion. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cet exposé liminaire. Je donne la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Rue, je voulais tout d'abord, et je ne l'aurais pas fait souvent depuis le début de cette commission d'enquête, vous rendre hommage et vous dire combien vous représentez pour nombre d'entre nous l'exemple de l'indépendance et de ce que doit être au plus haut niveau le service de la République. Vous présidez cette commission depuis pratiquement une bonne année. Considérez-vous que vous aviez les moyens d'assurer la protection de la liberté de nos concitoyens? C'est ma première question. Elle est fondamentale. Puisque, je me permets d'ajouter que, quand même, dans le document que vous nous avez fait parvenir, vous avez constaté des baisses de budget avec un accroissement de missions, et que c'est clairement exprimé dans le document que vous avez bien voulu nous faire nous transmettre. Je crois que pendant longtemps, les effectifs ont été suffisants. Contrairement à ce qu'ont affirmé quelquefois certains médias, nous n'étions pas une caricature de contrôle, nullement. Nous avions le temps, nous avons toujours le temps, Dieu merci, de réaliser un contrôle approfondi sur les demandes. Un peu d'exercice est nécessaire, mais on y vient. Et je crois d'ailleurs que les services sont aujourd'hui suffisamment suivis. Mais il est vrai que, mettons, depuis 3-4 années, mes collaborateurs me disent, je n'étais pas là, qui sont un petit peu à la peine, et nous avons l'impression quelquefois de manquer un petit peu de temps ou d'effectifs pour apprécier comme il faudrait les demandes qui nous sont soumises. Surtout, nous avons voulu épargner autant que possible cette activité-là. D'autres en souffrent. Nous avons, dans notre champ de compétences, je n'en ai pas parlé pour ne pas alourdir mon propos, également la visite des centres GIC, qui sont des centres d'écoute déconcentrés. Il y en a une vingtaine sur le territoire national. Je me suis trouvé, il n'y a pas tellement longtemps, par exemple, en Guadeloupe ou à Bobigny. Bon. Ces centres doivent être absolument visités, car c'est l'occasion pour nous de vérifier, j'allais dire, pardon, de cette familiarité, à la base, comment les services travaillent, et s'ils respectent les prescriptions de secret, de destruction des documents, par exemple. La baisse de nos budgets a automatiquement engendré une baisse des déplacements parce qu'il fallait bien rogner sur quelque chose. Et par conséquent, nous avons limité ces déplacements. Nous voudrions visiter chaque année à peu près entre 7 à 10 centres. Et comme il est indiqué dans le document que nous avons fait parvenir, en 2014, les chiffres ont été nettement inférieurs. Et ça peut donner l'impression aux services que leur activité est moins suivie. J'ajoute, à titre personnel, si je peux me le permettre, que pour moi, c'est une occasion d'échanger très librement avec des fonctionnaires de police ou de renseignement qui font un travail admirable. Et c'est là que j'ai appris, par exemple, que
alors que nous avons, nous autres, à statuer sur dans des délais extrêmement brefs sur les demandes qui nous sont soumises, comme il doit être d'ailleurs le cas, entre le moment où le policier de base et le moment où cette demande nous arrive, il s'écoule à peu près maintenant 6 à 8 semaines. Bon. C'est dire la quantité d'informations qui est perdue à cet égard. Bon. Mais je reviens à mon propos, c'est dire aussi le type d'informations que je peux recueillir dans ces centres. Donc diminuer la fréquence de ces déplacements, c'est diminuer notre capacité d'écoute des services dans leur réalité même, et donc nous soustraire à une certaine valeur d'information qui pourrait nous éclairer sur les demandes qui nous sont soumises. Alors, ces demandes, encore une fois, sont examinées comme il convient, mais nous ne faisons pas tout ce que nous voulons, c'est clair. Bon, après tout, chaque fonctionnaire pourrait vous dire la même chose. Mais je crois, par conséquent, pour répondre précisément à votre question, que oui, sans doute, la capacité de contrôle et donc cette espèce d'équilibre entre liberté et surveillance est un petit peu atteint. Je vous remercie de cette réponse, Monsieur le Président. Vous avez donc connu pendant cette période, et vous connaissez encore, le fonctionnement d'un collège dans lequel il y a des parlementaires. Compte tenu de l'activité actuelle, et si l'on peut se projeter sur l'activité future, quel est votre avis sur la présence des parlementaires ? Alors, elle a été discutée dans les débats du printemps sur la loi sur l'enseignement, et d'ailleurs dans le rapport annuel que nous avons rendu en juillet au Premier ministre, comme vous l'avez peut-être lu, monsieur le rapporteur, il y a un article d'un des membres de notre commission, qui est président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui exprime, lui, un avis très ferme sur la nécessité où nous serions de ne pas avoir de parlementaires parmi la commission. Bon, moi, si je peux exprimer très librement un avis, je vais faire référence un quart de seconde, avec l'autorisation, Madame la Présidente, sur une précédente expérience d'AI, qui est celle de contrôle général des lieux de privation de liberté. Et j'avais souvent eu l'occasion de dire aux parlementaires, peut-être M. Mézard me l'a-t-il entendu dire, qu'il fallait bien que le contrôleur soit contrôlé par quelqu'un, et je trouvais que le Parlement était un instrument formidable à cette fin. Et pour moi, l'association étroite, vous m'en donnez une fois de plus l'occasion, du Parlement aux travaux des AI est quelque chose d'indispensable. Alors, soit c'est un contact fréquent entre cette autorité et le Parlement, soit encore mieux, le Parlement, si je puis dire, est représenté au sein de la Commission. Mais c'est vrai que le contact normal, comme nous avons aujourd'hui, permet peut-être une distance plus grande. Moi, je suis assez heureux, il faut bien le dire quand même, que le Parlement se trouve au cœur de cette activité régalienne. On peut craindre, on dit souvent que les parlementaires, il y a des risques de fuite, etc. Je suis très simple avec vous, bon, parce que c'est ce que j'entends dire. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu une seule évasion, je veux dire, de la Commission. Donc à cet égard, les parlementaires ont été exemplaires. Et ceux que nous avons eus autour de nous, je parle de ma propre expérience et celle de mes prédécesseurs également, a été tout à fait positif. Donc je ne vois pas pourquoi j'émettrais un avis qui serait défavorable. J'y ai trouvé beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Ce n'était qu'une question, Monsieur le Président. Votre avis nous intéressait sur ce plan parce que ça a fait débat et il est important d'avoir votre avis. Il y a aussi eu un débat sur l'avis conforme. Et je comprends les observations des uns et des autres. J'ai une position, mais je comprends l'autre. Mais quand vos avis ne sont pas suivis, d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi ils ne sont pas suivis, hein, et avec la nouvelle commission, les conséquences que cela peut avoir. Bon, cette année, à plusieurs reprises, le Premier ministre n'a pas suivi vos avis. Bon, pouvez-vous nous dire pourquoi et ce que vous en pensez ? Je crois pouvoir dire qu'il y a eu, en effet, depuis un an, moins, j'espère que ça n'est pas lié à ma seule présence, un infléchissement de la politique du Premier ministre. Je ne vise pas une personne, je vise la fonction, naturellement, à cet égard, puisque
Nous rendons très peu d'avis défavorables, faut-il le rappeler, c'est à peine plus d'1%. Même si, par ailleurs, je tiens à le préciser, plus d'un quart désormais des demandes sont assorties de commentaires et quelquefois de réserves. Par exemple, en diminuant le délai de 4 mois, qui est le délai normal, à 2 mois dans certains cas. Par exemple, pour un mineur. Mais très peu d'avis défavorables. Nous mesurons bien évidemment que lorsque les services nous demandent quelque chose, ça n'est pas pour des fausses raisons. Il nous arrive aussi, pour éviter ces avis défavorables, de recourir à ce que nous appelons une demande de renseignement complémentaire, c'est-à-dire que nous donnons un sursis à statuer à la demande et nous demandons au service des précisions sur une motivation que nous jugeons insuffisante à sa demande. Et nous les avons toujours. Bon. Et ces deux éléments, la demande de renseignement complémentaire et les éventuels commentaires à un avis favorable, éclaire en partie le faible nombre d'avis défavorables que nous rendons. Mais il y a des avis défavorables, c'est très clair. Il y a des avis défavorables lorsque nous estimons que les conditions légales ne sont pas remplies ou que la motivation, même assortie de renseignements complémentaires, ne nous a nullement convaincus quant au bien fondé de la demande du service. Par exemple, on nous présente quelqu'un comme extrêmement dangereux. Ce sont des faits qui sont très anciens, pas de faits récents, etc. Bon. Jusqu'à 2014, en très gros, ces avis défavorables étaient pratiquement toujours suivis, à de très rares exceptions près. Et comme vous l'avez dit, un plus grand nombre n'a pas été suivi en fin 2014, début 2015. Bon. Il faut être clair, je crois que ces avis défavorables non suivis s'expliquent essentiellement pour des raisons de conjoncture. C'est-à-dire que le Premier ministre estime, contrairement à notre pensée, que le dossier est crédible, par exemple, ou que, surtout en opportunité, il estime que le service a besoin des renseignements qu'il demande. Là où les choses sont très délicates, et je m'en suis ouvert à la délégation parlementaire au renseignement, je ne vais aborder aucun dossier évidemment individuel, mais je préfère aussi vous le dire. C'est lorsque l'on touche au domaine qui est celui où police administrative et police judiciaire se rejoignent. Il est des cas, en effet, où la personne dont on nous demande la surveillance au titre de la police administrative, et soit parce que la presse nous l'a dit, soit parce que la demande en fait l'aveu, l'objet d'une saisine de l'autorité judiciaire. Dans ce cas-là, de deux choses l'une, soit l'affaire pour laquelle on nous demande la surveillance est complètement distincte de l'affaire pour laquelle l'autorité judiciaire est saisie. Dans ce cas-là, il peut y avoir une autorisation. Et nous disons avis favorable, et avec assorti de cette formule rituelle, sous réserve des compétences de l'affaire dont l'autorité judiciaire est saisie. Des compétences de l'autorité judiciaire dans la mesure où elle est saisie. Bon. Et puis il y a l'autre cas beaucoup plus difficile, où c'est la même affaire. Alors là, la règle est très simple, il ne peut pas y avoir de police administrative là où il y a police judiciaire. Autrement dit, la compétence judiciaire l'emporte en totalité. Les cas qui ont été les plus difficiles pour nous, sur lesquels nous avons eu aucune hésitation juridique, c'était des cas un peu délicats, on va dire, et même dangereux pour les personnes. Mais l'autorité judiciaire est saisie et par conséquent, nous avons rendu un avis défavorable qui, dans certains cas exceptionnels, n'a pas été suivi. Mais ce qui est nouveau aussi cette année, ce qui me paraît encore plus significatif, heureusement en très faible nombre, c'est que lorsque nous estimons qu'une autorisation a été donnée contra legem, la loi nous autorise, la loi de 1991, elle n'a pas été changée sur ce point depuis, nous autorise à adresser une recommandation au Premier ministre pour lui demander d'interrompre l'interception que nous jugeons illégale. Et depuis le début de cette année, nous avons adressé en ce sens 2 recommandations au Premier ministre qui n'ont pas été suivies. Alors,
c'est son choix, naturellement, et je le respecte tout à fait, sauf que ce faisant, il prend évidemment des risques juridiques et des risques politiques. Mais c'est à lui de les apprécier. En tout cas, jamais, depuis 1991, un Premier ministre n'avait passé outre une seule de nos recommandations. Ça s'est produit 2 fois cette année. Je suis un tout petit peu, je l'ai écrit dans le rapport, donc je peux me permettre de vous le dire, monsieur le rapporteur, madame la présidente, je suis un peu préoccupé de cette évolution. Et alors, dans la suite de vos propos, compte tenu de ce qui s'est passé, des évolutions législatives, de la loi renseignement, il paraît tout à fait indispensable d'avoir un collège à la fois dont l'indépendance est en béton armé, parce qu'il s'agit de la protection de la liberté de nos concitoyens, mais aussi de ne pas faire en sorte que la liberté des concitoyens aboutisse à des dérapages inverses. Donc c'est une mission délicate. Et vous avez bien vécu, Monsieur le Président, 2 expériences de président d'autorité administrative indépendante. Une en tant que contrôleur général des lieux privatifs de liberté, et vous avez été tellement indépendant que notre Assemblée a considéré qu'il fallait que cette autorité reste indépendante et ne rejoigne pas le défenseur des droits. C'est exact. Mais vous ne pouvez pas douter que pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons fait en raison de votre personnalité. Vous présidez la CNCIS et il va y avoir une mutation et avec les ouvertures entre guillemets faites par la loi renseignement, je parle d'autant plus facilement d'ouverture que je ne l'ai pas votée, cette indépendance est encore plus indispensable. Bon, nous lisons la presse, vous aussi. Il semble que vous n'ayez pas souhaité être le président de cette nouvelle autorité indépendante. Je vous vois opiner. Est-ce bien la réalité, Monsieur le Président ? Oui, monsieur le rapporteur, le communiqué du Conseil d'État dit la vérité sur ce point. J'ai exprimé le mois dernier au Conseil d'État ma décision de ne pas demander à être nommé parmi les membres qui seraient ceux désignés par le vice-président du Conseil d'État. Naturellement, je n'avais pas de droit à occuper quelque poste que ce soit dans la nouvelle commission. C'est pas comme ça que la République fonctionne. Très bien. Mais si le vice-président avait voulu penser à moi, je l'en ai dissuadé. Je ne vais pas m'étendre ici parce que je ne veux pas réveiller des débats qui ne sont pas ceux qui vous occupent. Mais je l'ai fait parce que je pense que la loi renseignement, d'une part, et les techniques de saisine des données, d'autre part, ne me donnent pas les garanties d'un contrôle suffisant. Et pour une raison très simple, je ne souhaite pas, par conséquent, m'associer à ce dispositif. C'est tout simple. Bon. Je respecte tout à fait le fait que le gouvernement ait souhaité une loi, la Commission le souhaitait aussi. 80% des parlementaires, j'ai fait le compte, l'ont voté. C'est un événement dans notre vie politique. J'en tiens compte, mais j'ai le souhait de ne pas m'associer à cet élan. Alors, l'indépendance, si vous me permettez d'extrapoler un tout petit peu, ça ne serait pas la peine de faire des autorités qui font suffisamment débat si les personnes qui les composent ne sont pas indépendantes. Et pour moi, c'est sûrement, enfin, pas la première, ça n'a pas de sens, il y a d'autres qualités qui sont indispensables, mais la première vertu de ces fonctions. Il faut savoir pouvoir dire des choses qui ne sont pas forcément
celles qui plaisent, mais aussi pouvoir dire des choses qui vont dans le sens de la pensée générale, parce que sinon nous n'apporterions rien au pouvoir exécutif et au Parlement. Mais il faut être très vigilant sur les conditions de son indépendance. Moi, j'avais béni le parlementaire et Pernet-Wadvelia, c'est surtout le Sénat qui avait ajouté ces dispositions. Dans la loi d'octobre 2007 sur le contrôle général des lieux de privation de liberté, les conditions de l'indépendance avaient été assorties de dispositions très précises. N'est-ce pas mandat non révocable, mais non renouvelable. J'aime beaucoup ça. Contrôle de la Cour des comptes, mais pas du comptable, etc. Bon. Il y a des conditions désormais pour les autorités indépendantes dont le législateur a sorti leur indépendance qui me paraissent très bienvenues. Et d'ailleurs, j'avais fait notamment comme commentaire un avant-projet de loi sur le renseignement qui m'avait été communiqué au Premier ministre de lui dire qu'il fallait que dans cette loi figurassent des dispositions de cette nature-là. Bon, elles y ont été mises un petit peu. Mais après, c'est un état d'esprit. Bon, je me permets évidemment de dire que la personne qui est pressentie, mais vous l'apprécierez vous-même, monsieur le rapporteur à la commission des lois, je pense, d'ici peu, le président pressenti par le président de la République présente toutes les garanties à cet égard, j'en ai la conviction. Donc un autre fera très bien l'affaire. Et si je peux me permettre, en remontant le fil de vos propos, de parvenir à votre introduction, s'agissant du contrôle général des privations de liberté, j'espère que le Sénat aura d'autres considérations que la personnalité pour décider du sort d'une loi et d'une institution. Je pense que la situation des établissements pénitentiaires et des commissariats de police dans ce pays n'est pas si enviable qu'on se prive d'une autorité indépendante qui est spécialement dévolue à cet effet. Je crois d'ailleurs avoir dit à la commission des lois de cette Assemblée, lorsqu'elle a bien voulu m'entendre au moment de ma nomination en juin 2008, que peut-être dans 15 ans, il serait temps de la fusionner avec d'autres. Mais le moment n'était pas encore venu. Et je plaide contre moi. Au bout de 6 ou 7 ans, le moment n'est pas tout à fait encore venu. Voilà, monsieur le rapporteur, ce que je souhaitais vous dire. Merci, monsieur le Président. Puisque vous avez l'expérience de ces autorités administratives indépendantes, de cette nécessité, surtout pour celle-ci, d'indépendance, pensez-vous qu'on puisse à la fois avoir une autre activité en même temps, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée? Vous parlez de la CNCTR? Oui. Non, enfin raisonnablement. En tout cas, s'agissant du président... je parle des membres du collège, il y en a quand même très peu. Voilà. Un peu de membres ça, c'est une autre question. Bon, les parlementaires auront leur activité, Dieu merci de parlementaires. S'agissant des autres, c'est-à-dire des magistrats, je suis assez partagé. C'est-à-dire, je pense que ceux qui doivent se consacrer assez largement à cette activité doivent, pour l'essentiel, se consacrer au contrôle des techniques de renseignement dont ils sont chargés. Est-ce que la totalité du collège va s'intéresser de près au dossier quotidien? Je ne le crois pas. Le flux sera trop important pour permettre à 5 personnes de se réunir tous les jours pour statuer sur ces dossiers. Ce que j'imagine volontiers, mais le futur président décidera avec ses collègues, c'est qu'un petit nombre d'entre eux, une formation restreinte vraisemblablement, tous les jours examinera les flux, à charge pour le collège entier de fixer la jurisprudence. C'est au fond un peu ce qui se passe aujourd'hui. La commission de 3 personnes qui compose la CNCIS se réunit à peu près une fois par mois, plus si nécessaire, pour statuer sur les dossiers qui ont arrêté notre attention et qui nécessitent une nouvelle décision de sa part. Le reste des dossiers, c'est du quotidien et c'est destiné à se fixer dans les rails de cette jurisprudence que la commission arrête. Il est inutile de réunir la commission plus souvent, sauf encore une fois situation exceptionnelle, et nous l'avons fait. J'espère que la CNCTR fonctionnera de la même façon, car je vois mal 9 personnes examiner quotidiennement un nombre de demandes que je ne sais pas chiffrer, mais qui devra donner réponse au Premier ministre dans les 24 heures.
Et j'imagine encore plus mal qu'on ait des segments de commission qui se réunissent tous les jours dans des compositions différentes. Ça serait meurtrier pour fixer une jurisprudence. Enfin, meurtrier, entre guillemets. Donc, ceux qui se consacreront, encore une fois, je ne sais pas comment elle va travailler cette commission, à titre principal à cette activité, oui, je souhaite que leurs autres activités, sauf enseignement, choses comme ça, soient la plus restreinte possible et surtout pas de soupçons de rapprochement avec quelques fournisseurs d'accès à Internet que ce soit, avec quelques opérateurs téléphoniques que ce soit, et avec quelques services de police ou de renseignement que ce soit. Cela va de soi. Alors il faudra veiller en effet à ce que ça se réalise. C'est au président là-dessus qui doit être, vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure, mais je ne reprends pas ça, je ne reprends pas votre portrait à mon compte. Il doit être intraitable sur ces sujets-là, pour lui et pour ses collègues. J'espère qu'il le sera, mais je n'en doute pas. Monsieur le Président, il nous apparaît au fil de ces auditions qu'on retrouve dans les autorités administratives indépendantes, très souvent d'ailleurs, en application de la loi que nous votons, mais pas toujours, des personnalités issues essentiellement de la haute fonction publique, des grands corps, Conseil d'État, Cour des comptes, ENA, bon, à tel point que certains des membres de la commission d'enquête ont parlé de nomenclatura. Bon. Et en plus, bon, on retrouve, et j'ai l'impression que ça risque, ça peut être le cas aussi pour cette future commission, des personnalités qui sont dans plusieurs instances en même temps, pas forcément autorité administrative indépendante, mais bon, par exemple, Conseil supérieur de la magistrature. Je dis ça par hasard, vous vous en doutez bien. Est-ce que ça vous paraît quand même raisonnable? Ou quel est votre sentiment là-dessus? Alors, sur les caractéristiques qui sont attachées à la plupart des responsables d'autorités administratives indépendantes, oui, vous avez sans doute raison. Et si les caractères que vous avez donnés sont exacts, je fais partie de la nomenclatura, tout à fait. Mais ce n'est pas forcément péjoratif. Non, mais j'espère simplement être aussi indépendant à l'égard des caractéristiques de la nomenclatura que vis-à-vis des autres institutions, quelles qu'elles soient. Alors, je crois qu'il y a une question quand même qui mérite d'être soulignée, c'est que la vertu d'indépendance se trouve quand même plus facilement parmi, non pas des personnes issues de l'ENA, des personnes qui ont l'habitude d'activités juridictionnelles. La Cour des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, ce sont des gens qui sont appelés à se prononcer tous les jours, je me permets de le dire, expérience faite, en pleine indépendance dans de multiples affaires. Et après tout, il n'est pas illogique de s'adresser à eux. Pour le surplus, moi je ne vois pas d'inconvénient qu'on aille chercher d'autres personnes qui présenteraient d'autres garanties d'indépendance. Je pense à une institution technique comme l'ARCEP, sauf erreur, ça n'est pas quelqu'un qui répond tout à fait au caractère que vous avez donné, mais c'est quand même un haut fonctionnaire. Bon. Mais je ne vois, moi, personnellement, nul inconvénient à ce qu'on aille chercher dans d'autres professions. Je crois cependant que l'indépendance, elle ne naît pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage, l'indépendance. Je le dis très simplement. Et repassant, puisque je suis à la fin de ma vie professionnelle, repassant mes jeunes années, je peux avoir quelques critiques sur moi-même à cet égard. Bon. Donc, tant mieux si on a là un vivier, il serait dommage de ne pas s'en servir. Mais s'il faut trouver ailleurs, mais je n'y vois aucun inconvénient, il n'y a aucune règle qui impose. Bon. Alors, ce que vous avez dit en deuxième lieu est beaucoup plus préoccupant. Si en effet certaines fonctions sont si délicates qu'elles exigent qu'on s'y consacre entièrement, il est dommage qu'on participe à plusieurs activités simultanément. Et surtout à des activités qui risquent de peser sur les choix qui sont faits dans l'autorité indépendante. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'indépendance. Moi, je vais tout vous dire.
mais simplement quand même un peu discrètement, parce que je ne veux pas mettre en cause quelqu'un qui n'est pas là, mais il y a des personnes dont la politique d'autorité indépendante compromet leur indépendance, parce qu'elles ont des visées sur d'autres champs d'activité, elles voudraient élargir, etc., etc. Pour ce faire, il faut convaincre un certain nombre de personnes, donc alors on est plus accommodant avec elles. Ces dangers-là guettent toute autorité, quelle qu'elle soit. Mais évidemment, c'est très très ennuyeux dans les autorités indépendantes. Donc faisons en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pour dire des choses très banales. Voilà. Je suis là-dessus, il faut être résolu, et je crois que le législateur doit y veiller. Moi, si c'est le sens de votre question, oui, j'y réponds très, très positivement. C'était bien le sens de ma question, et vous l'avez compris, ça n'était pas neutre par rapport à des nominations annoncées. Madame la Présidente. Oui, je disais à l'aparté que je pense que sur le contrôle du Parlement par rapport à CAI, il va y avoir beaucoup de choses, monsieur le rapporteur, à dire. Est-ce qu'il y a des questions chez nos collègues? Pierre-Yves Collombat. Revenir sur cette notion d'indépendance. Et vous avez dit vous-même, qui contrôlera le contrôleur? Est-ce que vous auriez une idée justement pour permettre un contrôle qui n'empêcherait pas le bon fonctionnement de ces diverses institutions? Parce qu'on a l'impression effectivement d'un foisonnement, et surtout on a l'impression que beaucoup d'autorités administratives indépendantes ont été créées en réaction, au mieux à un problème, au pire à un scandale. Ce qui n'est pas forcément une bonne condition de création. Donc, est-ce que, je suppose que vous avez déjà un peu réfléchi à ça, comment on pourrait justement un peu réguler tout ça, et notamment permettre un certain contrôle de gens qui sont censés être indépendants, mais qui ne sont pas indépendants de leur milieu, qui ne sont pas indépendants de leur carrière, qui ne sont pas indépendants même s'ils n'ont aucune, même si moralement ils sont intègres. On n'échappe pas totalement à son milieu. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça, et est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes de réflexion? Oui, dans vos propos, monsieur le sénateur, il y a plusieurs thèmes. Je dirais par boutade, vous me pardonnerez peut-être, que même si une loi est votée à la suite d'un problème ou d'un scandale, ce n'est pas rédhibitoire. Il peut y avoir de très bonnes lois qui sont votées après un problème ou un scandale. On a inventé le contrôle des interceptions de sécurité, à la fois à cause d'un scandale bien connu sur les écoutes téléphoniques, je n'y reviens pas, et à cause d'un problème qui était la légalité du dispositif français, ou plutôt d'absence du dispositif français, après 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question, le 24 avril, sauf erreur, 1990. Donc c'était à la fois un problème et un scandale. Je ne suis pas certain que la loi 1991 soit une mauvaise loi. Je suis convaincu que c'est une bonne loi. Alors, sur maintenant, la réalité d'un contrôle. Moi, je crois que, traditionnellement, le Parlement a pourvu à cet exercice d'une manière très simple. Il oblige chacune des autorités administratives indépendantes, c'est la règle générale, à produire un rapport annuel. Et ce rapport est en principe, je l'espère, soumis au Parlement. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas dans les 2 autorités que j'ai eu le privilège de présider, de remettre ces rapports annuels aux présidents de chacune des chambres qui ont bien voulu me recevoir, et d'évoquer ces rapports devant les commissions des lois, Monsieur Mézard s'en souvient sûrement, des 2 assemblées. C'est un moment d'explication. Je vous en prie. Il y a une quarantaine d'autorités administratives indépendantes. Oui. Donc si on continue, il faudra créer un Parlement spécial. Oui. N'empêche que c'est quand même la voie qui est prise aujourd'hui. Je crois que la fonction de ce rapport annuel, c'est bien d'éclairer les autorités publiques, le Parlement par conséquent,
d'abord et avant tout, plus que l'opinion encore, même si dans l'esprit des autorités, de certaines d'entre elles en tout cas, c'est peut-être l'opinion, mais pour moi, c'est les autorités publiques. J'ajoute, pour aller à l'encontre de votre observation, le rapporteur, mais ce n'est pas une contestation. J'étais encore à Rabat ce matin et je discutais hier avec le président du Conseil national des droits de l'homme qui présente chaque année un rapport au Parlement. Alors le Maroc n'est pas un modèle de parlementarisme démocratique peut-être. Mais sur ce plan-là, il est intéressant de savoir que ce rapport est discuté chaque année par le Parlement. Il est entendu par le Parlement en séance. Il a 1 heure pour s'expliquer. Alors vous me dites, en effet, cette façon de faire multipliée par 40 et même plus d'ailleurs est impossible. Vous avez raison. Alors moi je crois qu'il faut sans doute différencier les modes de contrôle suivant peut-être les intérêts des assemblées parlementaires. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que certaines institutions, par exemple les institutions récentes, ou celles qui portent sur des domaines régaliens, ou celles qui portent sur des sommes de marché engageant des sommes importantes, ou celles qui font peser des risques majeurs, je pense à l'autorité de sûreté nucléaire, soient plus suivies que, je vais dire des méchancetés sûrement qu'on va me reprocher, l'autorité de régulation ferroviaire, ou je ne sais quoi. Bon. Mais je me trompe, hein, sûrement. Mais il est possible de diversifier. Alors, on peut, sans aller jusqu'au Parlement bis que vous évoquiez, créer aussi un office parlementaire dédié aux autorités administratives indépendantes, de telle sorte qu'il y ait une sorte de dialogue un peu continu. Et puis, comme monsieur le rapporteur et madame la présidente le rappelaient tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de mettre des parlementaires à charge pour eux d'informer leurs collègues dans le collège même de l'autorité. Alors, est-ce qu'on peut encore aller au-delà ? Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que telle mission parlementaire, à l'occasion d'une prérogative habituelle, à l'occasion d'un budget, par exemple, vienne une fois tous les 5 ans éplucher de près le budget de quelques autorités administratives indépendantes. Je rends compte de mon budget chaque année aux commissions parlementaires, aux rapporteurs des commissions parlementaires. Peut-être qu'on peut faire plus en la matière. De façon générale, comme on le sait, moi je souhaite, depuis longtemps, je l'ai écrit, ça ne me gêne pas de le répéter, que le contrôle du Parlement sur l'exécution des lois soit renforcé. Je dis une banalité. Mais peut-être qu'on peut spécialiser aussi certains parlementaires sur certains aspects d'autorité administrative indépendante. Lorsque j'ai rencontré la délégation parlementaire au renseignement, on m'a indiqué à propos de tel parlementaire, mais celui-là maintenant connaît bien la matière, bah, tant mieux si c'est le parlementaire qui sera désormais désigné ou voilà. Mon interlocuteur habituel. Moi, je crois qu'on peut peut-être instituer des sortes de délégations qui seraient plus personnelles pour être en quelque sorte, j'emploie des termes un peu empruntés au régime du droit commercial, des censeurs d'une autorité administrative indépendante. Au fond, on met bien dans certaines d'entre elles des commissaires du gouvernement. On pourrait mettre un censeur parlementaire. Donc je crois qu'il y a différentes façons de faire. Ce que je crois en tout cas, c'est qu'il faudrait exiger des autorités indépendantes, dans le cadre actuel, de vous présenter des rapports, même si vous n'avez pas le temps d'en voir tous les auteurs, qui vous servent effectivement. Peut-être faut-il demander aux autorités administratives indépendantes, après coup, de bien vouloir amender, corriger, rectifier la manière dont elles rédigent leur rapport pour qu'il soit, pour vous, plus utile, plus intelligible, plus immédiatement utilisable. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, même dans le cadre existant, je crois qu'on peut faire des choses et on peut sûrement aller plus loin dans l'organisation du travail parlementaire et on peut aller peut-être encore plus loin, mais je rêve sans doute à voix haute, dans le rapprochement de certains membres du Parlement avec certaines autorités administratives indépendantes. Voilà ma réponse. Pierre-Yves, tu vois. Question d'un autre ordre tout à fait différent. Bon, disons que là, en théorie,
des écoutes, un suivi, enfin, etc. On a donc un individu pour lequel on pense qu'il y a des raisons donc de le suivre. Bien. Mais est-ce que les techniques ne permettent pas de passer à une autre façon de procéder? Et il semblerait, on a déjà des exemples, notamment chez les Américains, que finalement on recueille tout un ensemble de renseignements, de micro-renseignements, qui ne sont pas forcément des renseignements relatifs à de la délinquance ou à des possibilités de délinquance, etc., mais qui permettent d'avoir une vue, non pas de ce que fait un individu, mais d'un champ, d'un ensemble d'individus, plus ou moins repérés, plus ou moins, qui ensuite peut être la matière à un contrôle social et à un contrôle véritablement qui n'était pas prévu, au début. Est-ce que précisément le développement de certaines techniques, j'ai cru comprendre que vous étiez attentif à pouvoir maîtriser justement ces techniques, comprendre bien ce qu'elles possibilités, licites ou illicites, elles donnaient, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un risque? Si, vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, c'est un risque considérable. La loi de 1991 sur les interceptions de sécurité règle la question, puisque dans les transcriptions qui sont faites par les services de police, et c'est l'un des objets de notre contrôle a posteriori, il est interdit de transcrire des choses qui ne sont pas en rapport avec l'affaire pour laquelle la surveillance a été demandée. Et notamment, tout ce qui est vie privée doit disparaître. Tout ce qui est relation professionnelle d'un avocat doit disparaître. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons tant, nous autres, à la Commission, à avoir le contrôle a posteriori. C'est pour suivre l'exécution de cette prescription par les services. Demain, nous accumulons les données en plus grand nombre et sur un plus grand nombre de personnes. Et nous sommes obligés de revoir en effet l'échelle des distinctions dans l'intrusion de la vie privée. Traditionnellement, nous pensions que les écoutes de correspondance étaient le summum de l'intrusion et que le recueil d'une donnée technique de téléphone n'apportait rien. La géolocalisation en temps réel se fait uniquement sur des données de connexion. Et si on vous explique que Jean-Marie Delarue est au cinéma alors qu'il devrait se trouver en ce moment au lieu de sa séance d'audition au Sénat, c'est pas négligeable. Donc nous accumulons toutes sortes de données et la séparation des données sera évidemment de plus en plus difficile. La loi, évidemment, garde le principe. Il faudra retirer de toutes ces données recueillies tout ce qui n'a pas trait à l'affaire. Ma crainte, c'est que nous ne soyons pas en mesure, encore une fois, de vérifier assez tôt que ces données sont soustraites. Et par conséquent, si, par exemple, je reprends le cas d'une balise que j'ai déjà évoquée, parce que je crains beaucoup sur les balises, parce que c'est un instrument qui se met sur une voiture et qui n'est pas relié à un réseau. Et s'il faut attendre le retour du véhicule, ou plutôt le retour du véhicule et le retrait de la balise, pour que son contenu soit assimilé, qu'est-ce qui va se passer si le service de police recueille dans l'ensemble des données des choses qui n'ont rien avec l'affaire et qui ne me transmettent que l'affaire elle-même? Je ne saurais pas qu'ils ont d'autres données. Que se passe-t-il si dans cette balise, il y a des données qui sont en rapport avec cette affaire qui concerne telle personne et une affaire qui n'a rien à voir, qui est suivie par le juge judiciaire sur une affaire pénale d'une autre affaire, parce que ça sera le même instrument qui aura servi dans les deux cas à deux moments différents. Comment est-ce que va se faire le tri? Tout ça suppose une bonne foi des services de police, à laquelle je crois naturellement, mais qu'il vaut mieux vérifier, parce que nous sommes en démocratie. Et donc vous avez raison de dire que l'accumulation des données fait courir un plus grand risque d'accumulation de données dont en réalité les services n'ont pas besoin. Mais moi je ne connais pas un policier, j'en ai fréquenté quand même quelques-uns depuis maintenant assez longtemps, qui ne soit pas soucieux d'accroître toujours sa connaissance et de stocker toujours plus de choses dans sa mémoire. N'importe quel policier vous dira qu'un bon policier, c'est celui qui a de la mémoire. Bon,
et donc fichiers, etc. Fichiers dont certains d'ailleurs issus de ces données ne sont pas aujourd'hui contrôlés par la CNIL. Ils le seront demain en principe grâce à la loi. Alors pour tout ça, j'y reviens, je suis désolé, mais j'insiste, il faudra que d'une part la CNIL fasse son travail et que d'autre part la commission CNCTR fasse aussi le sien. Et si elle n'a pas les conditions techniques de le faire, alors on arrivera au panorama que vous évoquez, qui est tout à fait réaliste, tout à fait réaliste. D'autres questions, mes chers collègues? Non? Monsieur le rapporteur? Monsieur le Président, avec l'expérience de ces dernières années, pensez-vous crédible qu'il y ait des activités de renseignement qui aient échappé au contrôle de la Commission? Oui, c'est crédible. Alors, il y a d'abord des activités qu'on a qualifiées aimablement, sans doute pour ne pas effaroucher, de zones grises. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ces activités étaient illégales, dans la mesure où elles n'étaient pas autorisées. Bon, ces activités-là étaient pratiquées à une échelle que je ne peux pas définir, puisque la Commission n'en avait pas le contrôle de toute façon. Et pour cause, elles n'étaient pas légales. Oui. Mais il y a sans doute des activités d'écoute téléphonique qui ont pu échapper à notre entier contrôle. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais je vais indiquer celui qui me paraît le plus banal. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, ne sont pas autorisés des numéros de téléphone à suivre, mais des personnes. Ce que nous, dans le jargon abominable, nous appelons des objectifs. Un bon délinquant, un délinquant bien organisé, n'a pas un numéro de téléphone. Il en a 10. Par conséquent, les services vont nous demander, peut-être d'abord dans la demande initiale, 3 ou 4 numéros qu'ils auront identifiés. Et puis, au fil des écoutes, ils vont s'apercevoir que la personne en question, notre objectif, il en a d'autres. Donc, ils vont nous demander d'écouter aussi. Et ils auront raison, les autres téléphones. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des listes modifiées. C'est-à-dire qu'ils nous présentent, et ça n'est pas soumis au Premier ministre, ils nous présentent des demandes pour information des demandes. Ils nous présentent des listes modifiées, c'est-à-dire des listes où sont ajoutés des numéros de téléphone qu'ils n'avaient pas au début, ou bien où sont retranchés des numéros de téléphone qui sont révélés superflus. Par exemple, la personne n'utilise son téléphone que pour des raisons strictement familiales. Bon, donc nous avons tous les jours un certain nombre de listes modifiées. Les services du GIC, qui nous aident beaucoup dans notre tâche de contrôle, par la force des choses, pour des raisons techniques que je ne peux pas expliquer ici, mettent à peu près 15 jours avant de savoir si la personne qui est entendue par le service de police correspond bien à celui de la demande et si le motif pour lequel un numéro est demandé correspond bien aussi au motif pour lequel il a été demandé. Donc, moi, je suis un service de police. J'ai envie d'écouter quelqu'un dont je ne veux pas qu'il soit connu. Je veux dire, la surveillance soit connue. Qu'est-ce que je fais? Je demande un numéro attaché à une personne, puis je présente une liste modifiée dans laquelle je mets un numéro concernant une toute autre personne. Et je vais pouvoir l'écouter tranquillement pendant 15 jours. Et puis je vais le retirer dans une deuxième liste modifiée au bout de 15 jours. Et le service de GIC n'aura pas eu le temps de s'en apercevoir, et nous non plus. Donc il est crédible que des choses aient été faites sans notre contrôle. Je ne pense pas que ça soit très important en volume, mais il y a des astuces pour ça, et donc c'est tout à fait crédible. Je vous remercie de cette réponse, Monsieur le Président. Une dernière question. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, ça avait été expliqué très clairement au cours des débats sur la loi renseignement, que cette loi permettrait finalement de légaliser des pratiques que vous avez appelées grises. Bon. Malgré cela,
vous venez de nous parler du passé, avec la loi prochaine, est-ce que la poursuite ou la modernisation de nouvelles pratiques grises est envisageable, selon vous? J'avais indiqué au gouvernement très tôt, c'est-à-dire à l'automne 2014, que je souhaitais que la loi fût conçue de telle sorte que, au fond, conformément à l'article 34 de la Constitution, elle ne porte pas sur les techniques de renseignement, mais sur les degrés d'intrusion de la vie privée. Cette façon de voir n'a pas été suivie, c'est tout à fait légitime de la part du gouvernement, mais on se trouve déjà en porte-à-faux, puisque maintenant les techniques qui ne sont pas mentionnées dans la loi seront réputées illégales. Or, l'évolution technologique, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé la loi elle-même, l'évolution technologique, même si la loi de 91 a très bien vieilli à cet égard, mais l'évolution technologique est galopante dans notre domaine. Je vous prends un exemple. Le drone. Personne n'a parlé de drone dans cette loi. Et demain, la préfecture de police a déjà un drone. Et demain, le survol de propriété privée peut poser problème, après tout. Est-ce qu'il y a une différence entre poser une caméra dans l'intérieur d'un appartement et le faire survoler Enfin, faire survoler un appartement, non, mais une propriété, on va dire. Bien. Non, il n'y a aucune différence. Et donc, est-ce qu'on va assimiler le drone à une technique existante ? C'est un peu difficile. Donc non. Et pourtant, on nous dit déjà, la police a vraiment très besoin de ces affaires. Donc je crois que l'approche choisie par le gouvernement et le Parlement, encore une fois, ils sont évidemment libres de leur choix, n'y voyez aucune critique, mais pour moi, me paraît être de nature à entraîner ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le développement de techniques dont les services vous diront toujours qu'ils en ont besoin, et sans doute avec raison. Et par conséquent, le développement de zones grises. J'ajoute aussi que ce qui est très intéressant, et ce qui a été peu évoqué pendant les débats, c'est le développement, mais un petit peu, le développement de techniques de cryptologie, de cryptographie. Je discutais la semaine dernière, pour ne rien vous cacher, à ma demande, avec le directeur de la sécurité de Google International, qui est un personnage un peu important, et à qui je posais la question de savoir si Google répondrait à ces demandes très fortes de ses usagers de cryptologie. Et il m'a dit oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, la police se plaint déjà, et un procureur bien connu à Paris a écrit sur ce sujet en disant que la cryptologie faisait courir des risques à la répression de la délinquance. Oui, mais alors, il faudra inventer des contre-mesures, sans doute. Mais ces contre-mesures elles-mêmes, alors elles vont nécessiter des techniques. Et ces techniques, est-ce qu'elles seront toutes autorisées ? Est-ce que toutes se raccrocher à celles qui existent ? Je n'en suis pas certain. Donc j'aurais voulu que le législateur évite de reprendre ce chantier en permanence pour suivre les évolutions technologiques. Je ne suis pas sûr qu'on y ait réussi. Voilà, je vous livre tout à trac mon sentiment très personnel, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Pas d'autres questions, monsieur le rapporteur ? Non. Bon, on va vous remercier, monsieur le président. Je pense que votre audition a mis très en avant la nécessité du contrôle du Parlement. Je pense qu'on en a parlé peut-être plus avec vous qu'avec d'autres, et c'était utile. Moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire que le rapport d'activité annuel est un moyen de contrôle. C'est une information, le rapport d'activité, et je dirais que c'est peut-être une source pour justement aller faire tel ou tel contrôle au niveau du Parlement. Je ne suis pas sûr non plus qu'avoir des parlementaires dans les institutions, ça soit dans les AI, ça soit une bonne chose non plus, suffisante du point de vue du contrôle. Parce que l'expérience montre que les parlementaires qui appartiennent à telle ou telle institution la défendent tout naturellement. On voit ça dans des conseils d'administration de grandes sociétés d'ailleurs, et voilà, publics ou autres. Donc voilà, je pense que vraiment le problème du contrôle se pose vraiment du contrôle par le Parlement. Il y a l'aspect du Parlement qui doit se poser des questions quand il légifère sur tel ou tel AI, pour avoir un petit peu de logique sur l'ensemble de ces institutions. Je pense que là, il y a tout un pan, mais il y a aussi tout le pan du contrôle qui apparaît très important. Et vraiment, je vous remercie
d'avoir répondu très directement et complètement à nos questionnements. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Jean-Marie Delarue devant la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Jean-Marie Delarue qui s'est dit lors de cette audition préoccupé par la nouvelle loi sur le renseignement. Il ne prend d'ailleurs pas la tête de la nouvelle commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Vous pouvez revoir bien sûr cette audition sur notre site internet publicsénat.fr.